En cette mi-mai, alors que la pression est extrêmement forte le long du front continental entre la Russie et l'Ukraine, il se passe également de nombreuses choses du côté de la Crimée et de la mer Noire. En effet, dans la nuit du 15 mai dernier, la base de Sébastopol, que l'on connaît plutôt sous le nom de Belbek, le nom d'une rivière du sud de la Crimée, a été attaquée par des ATACMS. ATACMS qui sont des missiles balistiques livrés par les Américains, et les dégâts ont été communiqués grâce à des images satellites qui nous proviennent de sociétés privées, et nous voyons clairement que 2 MiG-31, ce chasseur bisonique, également capable de tirer le missile KH-47 Kinjal, ne sont pas prêts de reprendre le ciel. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de regarder un petit peu plus en détail cette frappe, d'en voir quelles leçons on peut en tirer, et surtout, essayer de comprendre quel est l'état final recherché des Ukrainiens dans cette zone, mais également pourquoi est-ce qu'après plus de 2 ans de conflit, le talon d'Achille des avions de combat, à savoir le moment où ils sont au sol au repos, est une problématique qui n'a toujours pas été adressée. Je vous présente notre partenaire et après jingle. Un Kony qui vous veut du bien. Pourquoi? Parce que vous le savez, la fuite de données sur Internet est quelque chose de plus en plus présent. Il y a une augmentation par exemple, en 2022 de 41,5% par rapport à l'année précédente, et il existe tout un marché de la vente de la data. Votre adresse, votre nom, votre numéro de sécu, votre date de naissance, tout cela se vend, et ce n'est pas pour rien si vous êtes harcelé de SMS ou de spam qui cherchent à vous vendre des choses ou qui cherchent tout simplement à vous arnaquer. Et c'est là qu'un Kony entre en jeu. En 3 étapes, très simples. Numéro 1, créer un compte. Numéro 2, leur donner pouvoir sur votre donnée pour les retirer du marché. Et numéro 3, profiter de la vie. Ils vont avoir un impact en obligeant les revendeurs à retirer vos données de leur package de vente. En français dans le texte, à retirer vos données du marché. Vous pouvez peut-être essayer de le faire de votre côté, mais ça va vous prendre des années par année, ce n'est juste pas possible. Vous avez tout avantage à déléguer pouvoir à un Kony qui a fait ses preuves pour agir avec votre délégation et vous retirer tout simplement du marché. Personnellement, j'étais arrivé à un stade de saturation avec tous les MMS, tous les mails de spam que je recevais toute la journée et surtout tous ces appels qui m'interrompent pendant des fois des tournages, tout simplement parce que quelqu'un a acheté mon numéro de téléphone et l'a utilisé dans sa campagne commerciale, qui de toute façon ne m'intéresse absolument pas. Donc ce qu'on vous propose, c'est de racheter du temps tout simplement et de pouvoir surfer en toute tranquillité. On vous met le lien juste en dessous, cela vous donne 60% de réduction avec le coupon ATCHUE sur le plan annuel. Je ne peux que vous encourager à tester et à reprendre les commandes, si je puis dire, de vos données en ligne. Allez, jingle. Comme je vous le disais en introduction, Belbek, 9 km au nord de Sébastopol, une piste au bord de la mer, 3000 mètres, toujours pratique si vous avez besoin d'aéronefs lourds ou s'il fait chaud, orientée 7-25, dont nous avons déjà parlé car elle a subi de nombreuses attaques, mais également des sorties de piste, notamment de MiG-31. Elle a été construite par les soviétiques en 1941, initialement sans piste en dur, puis a vu le 62e régiment de la flotte de la mer Noire venir s'installer en 1947, et ensuite elle a eu droit à une amélioration des avions présents sur place, avec par exemple en 1996 les Sukhoi 15 TM remplacés par les Sukhoi 27 et même des MiG-29 jusqu'en 2014, date de l'annexion de la Crimée. Vous vous en doutez bien, si la base est à portée de tir d'ATACMS, Sébastopol et son port militaire également. Or, comme vous le savez, ce qui reste de la flotte noire a quitté Sébastopol pour aller se réfugier beaucoup plus à l'est de la mer Noire, mais en la fin de semaine dernière, ils ont été attaqués par plus de 80 drones suicides ukrainiens. Au moment où je tourne cette vidéo, nous n'avons pas encore assez d'informations pour en parler, mais l'Ukraine est de plus en plus offensive avec ses drones suicides. Toujours est-il, sur la base de Belbek, vous retrouvez des Sukhoi 27 d'ancienne génération, des biplaces, des Sukhoi 27 de nouvelle génération, mais surtout des détachements où vous avez quelques unités de Sukhoi 35, de Sukhoi 30, mais également les fameux MiG-31. D'ailleurs, ces MiG-31 avaient été repérés le 1er mai dernier sur le parking, absolument visibles depuis l'espace, des cibles très faciles
à attaquer. Alors vous allez me dire très facilement, puisque sur cette base, vous avez également un site de S400. Le S400, connu en OTAN sous le petit nom de SA-21 Growler, à ne pas confondre avec le F-18 de guerre électronique, et que les Russes appellent le S-400 Triumph. Pour fonctionner, ces lanceurs qui peuvent attaquer des aéronefs ou des missiles jusqu'à 400 km sur le papier ont besoin de radars. Et il y a différents types de radars, dont le 92 N6E Gravestone, qui justement, ce jour-là, a été ciblé et détruit. Il est facile à reconnaître avec son camion 8x8 et il a une capacité à cibler 6 cibles différentes et guider 12 missiles. Vous doutez bien que c'est fait pour de l'interception plutôt de bombardiers à longue distance ou d'avions à longue distance et que c'est un type d'armement qui peut assez facilement se faire saturer, qui a donc besoin de protection de points de courte distance et c'est pour ça que vous avez un tel arsenal chez les Russes, anciennement soviétiques, qui leur permet de mixer armement d'engagement très longue distance et de l'armement moyenne ou courte distance. Commencez à retirer certaines pièces du puzzle à cause de soucis techniques, à cause de soucis d'approvisionnement, à cause de capacité des opérateurs et vous retrouvez à avoir de véritables trous dans la raquette, sans oublier que tout système solaire peut être saturé, c'est vrai des systèmes français, américains ou même israélien. Toujours est-il, en regardant les images, on voit clairement que ce jour-là, la base de Belbek a été saturée, en tout cas a été touchée. Au tapis, 2 MiG-31, un MiG-29 probablement déjà plus en état de vol. D'ailleurs, je vous rappelle que les Russes n'ont pas trop envoyé de MiG-29 se battre face à l'Ukraine, et ce radar Gravestone du S-400. Maintenant, attention, le MiG-31 est un avion très particulier qui d'ailleurs avait fait très peur à l'Occident pendant la guerre froide. Cet avion est l'évolution du MiG-25 et l'objectif de cette catégorie d'avions est de pouvoir aller loin, vite et d'arrêter des bombardiers, voire casser la chasse adverse. Le premier vol du MiG-31 a eu lieu en 1975 et les 519 cellules ont été fabriquées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le MiG-31 est redoutable sur le territoire ukrainien car c'est un chasseur très lourd, 21,8 tonnes à vide, soit le poids d'un Rafale au catapultage au plus lourd, et il peut monter à 46 tonnes propulsé par 2 réacteurs qui lui donnent 15 tonnes de poussée. Donc un réacteur de MiG-31 pousse autant que les 2 réacteurs du Rafale. Ils sont 2 à bord, comme je vous le disais, ils peuvent tirer du Kinjal, mais d'un point de vue RR, ils ont surtout un gros radar et cette capacité à emporter le fameux R-37. Le R-37, c'est un missile Fox-3 tiré oblique, il faut quand même un petit peu supporter, comme on dit, un peu aider, qui sur le papier peut faire mouche à plus de 320 km. Et appelons un chat, le F-16, avec de l'armement classique AIM 120 Charlie 5 ou même Charlie 7, a les pattes plus courtes, et le MiG-31 en RR peut donc faire peur à un F-16. Après, attention, il faut qu'il soit bien utilisé tactiquement, et il en faut assez pour pouvoir maintenir une permanence en l'air. Détruire ces 2 MiG-31 au sol est donc une bonne victoire, car il est peu probable que les Russes récupèrent de sitôt des MiG-31. Alors comment est-ce que cette destruction a été rendue possible? C'est grâce au MGM-140, dont nous avons déjà parlé sur cette chaîne, qui a une capacité d'engagement, fonction des versions, d'une grosse centaine de kilomètres à plus de 300 km, qui peut être tiré depuis des MLRS, le M270, ou le M141, le HIMARS, que vous connaissez bien sûrement maintenant, je pense. Tout cela nous vient du début des années 90. 3700 attaques MS ont été construits. Cela fait 1,7 tonne au décollage et vous arrivez avec des vitesses proches de Mach 3 avant l'impact. Il y a différentes familles. La famille avec des sous-munitions, les fameux M74. Par exemple, sur la version M29, vous avez 950 sous-munitions de 600 grammes et environ 300 sur les versions 300 km. D'ailleurs, certaines photos sont sorties, vous voyez ces sous-munitions non explosées. Bon courage pour les démineurs pour les décennies à venir. Toujours est-il que ces sous-munitions sont extrêmement efficaces face à des avions sur un parking. Pourquoi? Car un avion, surtout s'il doit voler à vitesse supersonique, est extrêmement fragile. Les avions, technologie soviétique un petit peu moins, mais tout de même, vous doutez bien que des trous dans la verrière, des trous au niveau du réacteur, ça va beaucoup moins bien marcher. À partir de là, réussir à envoyer des éclats, des shrapnels, des impacts sur un avion est suffisant pour l'empêcher d'être opérationnel. Dans la marine, on parle de K-kill, K quand on détruit complètement un navire, M quand on le détruit d'un point de vue mobilité. Eh bien, c'est l'objectif là, c'est de permettre un mobility kill, si vous voulez, sur ces aéronefs. Il suffit de réussir à faire assez de trous dedans pour les empêcher d'être utilisés. Ils seront peut-être cannibalisés, les Russes pourront récupérer certains morceaux intacts et les mettre d'un point de vue maintenant sur d'autres avions, mais vous vous retrouvez tout de même avec un avion perdu. Et s'il était déployé sur cette base, c'est qu'il était opérationnel. Les attaques MS ont été annoncées à partir d'octobre 2023 et ils étaient déjà combat proven.
Utilisés lors de Desert Storm en 91, 32 furent tirés. Ils furent surtout tirés lors d'Iraqi Freedom en 2003 avec 450 tirs d'attaque MS. Pour des raisons budgétaires, ce programme a été arrêté. C'est un programme qui est extrêmement cher, mais qui vous permet, avec un guidage inertiel ou pour certaines versions avec un mix inertiel et GPS, eh bien d'avoir 591 kg de charge militaire dans certaines versions qui arrivent sur un parking et qui peut endommager une multitude d'avions s'ils sont mal protégés. Et c'est justement là que c'est intéressant. Grâce au système FIRMS de la NASA qui permet de détecter les incendies, très rapidement, il a été possible de voir qu'il y avait des incendies qui ont duré plusieurs heures. Ces frappes ont été efficaces. Un dépôt de pétrole a été touché, un bâtiment, les MiG-31. On en arrive vraiment à la question, comment est-il possible qu'après plus de 2 ans de combat, des MiG-31 soient laissés sur le tarmac sans aucune protection. Protection contre les drones ou protection contre les missiles. Ça paraît absolument incroyable de ne pas apprendre de ces erreurs comme ça. Je pense que les Ukrainiens sont en train de fabriquer des bases souterraines pour protéger leur F-16. C'est la base de la guérilla aérienne, si vous voulez. Et s'il y a une chose à retenir de la guerre actuellement entre l'Ukraine et la Russie, eh bien c'est la vulnérabilité des avions, quel que soit leur prix, quelle que soit leur génération, quand ils sont sur une base. Laissez vos avions à découvert, comme ça a été le cas le 1er mai, c'est permettre à votre adversaire de préparer une attaque pour venir taper votre détachement et vous faire perdre des capacités opérationnelles au moment où elles sont au repos. C'était déjà une grosse leçon que nous avions sortie il y a plus d'1 an dans Au-delà de l'Ukraine. On voit en mai 2024, le gros de l'attrition des forces aériennes russes se fait encore au sol. Ce qui nous pousse à nous dire qu'il y a véritablement des niveaux très hétéroclites du côté des Russes, tout comme on peut le voir avec les lignes de défense du côté des Ukrainiens. N'oublions jamais que dans une guerre de haute intensité, il y a de l'attrition, il y a des pertes, que cela vient désorganiser les chaînes de commandement, les chaînes de retour d'expérience, et qu'il est beaucoup plus facile de débriefer, d'avoir des bonnes idées tranquillement assis dans sa chaise, que sous le feu de missiles Scalp, de FAB 1500 ou d'attaque MS. Les Vietnamiens l'avaient très bien compris et ils se sont pris des centaines, voire des millions de tonnes de bombes de la part des Américains face à la menace aérienne, que ce soit des bombes, que ce soit des bombardiers, que ce soit des missiles balistiques ou de croisière, ou même maintenant des drones. Si vous voulez pouvoir survivre, il va falloir s'enterrer. Et je pense que plus cette guerre va durer, plus nous allons voir des constructions sous le niveau de la terre, afin de préserver le matériel et les hommes. Rommel l'avait d'ailleurs bien compris. Je vous renvoie vers le mur de l'Atlantique, dont nous parlerons d'ailleurs sur cette chaîne, eh bien je pense tout début juin. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Continuons de surveiller ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, car d'un côté comme de l'autre, le retour d'expérience est extrêmement riche. Et d'ailleurs, les Iraniens avaient communiqué il y a quelques mois sur une de leurs bases souterraines cachées dans la montagne. Allez, je vous laisse avec ces images-là et je vous dis à très vite sur la chaîne. Fly safe.